Voilà. Bon, donc on est prêt pour continuer notre étude de la notion d'état critique, ou l'étude de la stabilité des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Donc je vous rappelle juste en deux mots, un petit rappel rapide de ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans un cas tout à fait général, en fait, on s'est rendu compte qu'un état d'équilibre commençait à devenir neutre ou critique lorsqu'il existait une direction dans laquelle la courbure est égale à 0. Et donc, en termes de système à 1 degré de liberté, c'était relativement simple. Tout ceci était illustré sur ce diagramme-là. On voit qu'il existe une valeur du multiplicateur lambda p qui est telle à un moment donné que la courbure devient négative. On a une courbure vers le bas. Et le calcul, en fait, de cette courbure-là, en réalité, n'est rien d'autre que la courbure qui annule aussi la fonction h. On s'en est rendu compte. Pour quelle raison? Parce que la fonction h, la fonction potentielle, est une fonction qui est quadratique. Et donc, annuler, donc en version linéaire, annuler la courbure revient exactement à annuler la fonction h, donc à trouver la valeur de lambda p qui annule h. Voilà, pour cette raison-ci, précisément. Donc ça, annuler h seconde de x revient à annuler h de x si h est quadratique. Et donc en fonction évidemment du paramètre p. Pour quelle raison? Parce que h s'écrit comme étant alpha moins lambda p, disons pour une charge bêta, donc avec des alpha et bêta des raies d'or, multiplié par une coordonnée généralisée q, qu'on avait phi en fait dans l'exemple qui nous intéressait, et donc h seconde est égal à 2 alpha moins lambda p b. Et donc annuler h seconde revient également à annuler h égale 0. Donc ça revient à dire, on trouve la valeur de lambda p qui permet d'annuler h. Ok, alors la solution évidemment qui nous intéresse correspond à une direction q qui est bien sûr non nulle. On parle d'un delta q maintenant, donc une petite perturbation. Quand on est dans un système à plusieurs degrés de liberté, on a fait exactement les mêmes développements, et on s'est rendu compte que l'état commençait à devenir critique lorsque cette dérivée seconde était aussi égale à 0, et donc on est arrivé à ce set d'équations-là. Alors on est en train de chercher une solution. Cette fois-ci, on n'est plus en train de parler de la solution triviale, mais on est en train de parler d'une perturbation à la solution triviale, d'accord? Donc le delta phi 1, delta phi 2 n'est pas un vecteur qui est nul. Et donc la condition qui va nous permettre de dire, ok, on annule la courbure dans une des directions, revient exactement à avoir l'annulation de la matrice entre crochets. Annuler une matrice, ça veut dire qu'à un moment donné, elle devient singulière. Et on exprime que cette matrice est singulière quand son déterminant est égal à 0. Et donc on a la condition que le déterminant de k0 moins lambda k sigma égale 0. Et ça va nous donner la valeur, qui est la valeur lambda critique, qui est donc la valeur propre, qui correspond à l'atteinte d'un état de stabilité neutre. Alors si on veut savoir maintenant dans quelle direction le système est en train d'évoluer au moment où on atteint cette valeur critique, bien, il suffit de regarder le vecteur propre qui est associé, U critique, qui est composé ici de delta phi 1, delta phi 2. Alors, ce que j'expliquais, c'est que pour n'importe quel système à plusieurs degrés de liberté, on peut toujours construire ces deux matrices K0 et K sigma. En effet, je vous l'ai montré par exemple ici pour l'exemple d'un système à 2 degrés de liberté. Ben, si H, l'énergie potentielle totale, s'écrit sous une forme 1 U1 carré plus 2B U1 U2 plus C U2 carré, eh bien en fait on voit que la matrice K0 moins K sigma, elle se compose des termes A, B, B, C, comme représenté ici, qui peuvent directement être identifiés à partir des coefficients A, B et C. Ok, on verra un exemple un petit peu plus tard. Voilà, alors finalement, donc, plutôt que de résoudre le déterminant de la matrice de K0 moins lambda K sigma égale 0, ce qui est un problème aux valeurs propres, qui n'est pas spécialement toujours évident à résoudre quand on doit le faire à la main. Bien sûr, si c'est un logiciel élément fini qui fait ça pour vous,
il le fera de manière automatique, d'accord? Donc il y a des packages dans tous les logiciels de calcul qu'on utilise qui permettent de faire du calcul aux valeurs propres, d'accord? Mais s'il fallait faire un calcul à la main, ben, on pourrait obtenir une estimation relativement précise, et c'est un peu l'objectif du cours ici, de ce multiplicateur critique, à condition qu'on parte d'une estimation du vecteur propre, donc de la forme du mode critique associé, qui n'est pas trop loin de la réalité. Bon alors, je pense que le mieux c'est peut-être de vous montrer ça maintenant à partir d'un exemple. Je vais encore ajouter une page. Voilà. Donc, je vais repartir sur l'exemple du système à 2 degrés liberté. Et pour le système à 2 degrés liberté, on avait pardon, un système d'équation qui était K0 moins lambda K sigma. Okay, comme d'habitude. Seule chose qui sera importante dans les différents exercices, c'est de calculer le K0 et le K sigma, multiplié donc par un vecteur propre. Je vais l'appeler ici phi. C'est un vecteur. Et on va devoir donc résoudre ce système-là. Donc nous, on doit écrire que le déterminant de K0 moins lambda K sigma s'annule. Et alors, on va remonter un petit peu dans vos notes. Vous verrez que le K0, on l'avait calculé comme étant K0, 0K. Et le K sigma, on l'avait calculé comme 2 lambda PL. Donc je vais simplement écrire 2 PL puisque le lambda est dehors. PL, PL et PL. Voilà. Donc on doit simplement écrire que le déterminant de K je suis en train de réfléchir à une mise sous format dimensionnel, mais allez, c'est pas grave. K moins 2 lambda PL moins lambda PL moins lambda PL et K moins lambda PL. On voudrait que ce déterminant-là soit égal à 0. Donc si on écrit le polynôme correspondant, on va avoir... Je fais ça en direct en même temps. Donc 2 lambda PL au carré moins 2 moins 1. Ouais, juste parce que c'est inutile, mais le déterminant d'une matrice, évidemment, vous vous souvenez que c'est le produit de ces des deux éléments diagonaux, moins le produit des deux autres diagonaux. Hein. Donc on va avoir moins 3K fois lambda PL, plus K carré, et moins une fois lambda PL carré. Donc je le retire tout de suite. Et on voudrait que ceci soit égal à 0. Et donc on voit que on peut résoudre ça, disons, pour le lambda PL carré. Lambda PL, pardon, égale alors moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Ok, la solution d'un polynôme. Si je le calcule ici, bon, ok, c'est un peu long, donc moins b plus ou moins racine carrée de b carré, c'est un k, moins 4 1c sur 2a. Et donc ceci, ça va nous faire k fois 3 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2. Donc en fait, on va avoir deux possibilités. Ça nous fait 0,382 ou bien 2,618. Okay, c'est des valeurs qu'on a déjà vu passer. Elles correspondent aux valeurs que j'ai indiquées ici. Vous voyez, quand lambda est égal à 0,382, il existe une direction dans laquelle la courbure s'annule. Et pareil, quand lambda est égal à 2,618.
Alors, on peut calculer ensuite les vecteurs propres éventuellement qui sont associés. Et donc, si on voulait calculer les vecteurs propres associés, on obtiendrait les valeurs de phi. Donc, K0, donc je vais écrire mode 1. On appelle ça mode critique. Mode critique 1. Lambda 1, je les classe dans l'ordre, égale 0,382 fois K sur PL. Et donc, pour calculer le vecteur critique, le vecteur propre qui est associé, donc ce qu'on appelle le vecteur critique ou le mode critique, il suffit de remplacer lambda par ce lambda 1 et regarder le système d'équations qu'on obtient. Donc en fait, je vais avoir K moins, alors 2 fois lambda PL, donc je vais écrire le détail, donc 2 fois lambda 1 PL, 2 fois 0,382 fois K. Ensuite, on va avoir moins lambda PL, donc moins 0,382 fois K, moins 0,382 K, et ici 1 moins 0,382 K. Ok, donc ceci fois phi 1, phi 2 égale 0. Alors si je calcule en même temps donc les valeurs qu'on obtient, vous voyez qu'on peut tout diviser par K. Donc on a (0,236 moins 0,382 moins 0,382 et 0,618 fois phi 1, phi 2 égale 0. Alors c'est un problème homogène, donc je vous rappelle le principe des problèmes aux valeurs propres. C'est un problème homogène, il n'y a pas de second membre, donc il y a une solution phi 1, phi 2 qui est nulle. Ici on parle de delta phi 1, delta phi 2, hein. Vous vous souvenez, donc ce sont des perturbations autour de la configuration d'équilibre. Je pourrais écrire, si vous voulez, ici delta phi 1, delta phi 2, simplement pour voir, à partir du moment où la configuration d'équilibre neutre sera perturbée, pour savoir dans quelle direction le système va évoluer. Et donc, delta phi 1, delta phi 2, tous les deux égaux à 0, c'est une solution évidemment qui ne m'intéresse pas. À ce stade-ci, on sait déjà que la solution d'équilibre c'est 0, 0, mais ici on parle de la perturbation. Donc, et en plus de ça, en fait, si on a fait du bon boulot, normalement, le déterminant de la matrice qu'on a obtenu doit être égal à 0. D'accord? Donc si vous recalculez le déterminant de cette matrice-là, vous allez vous rendre compte que c'est 0. C'est logique, c'est exactement ce qu'on a écrit juste avant. Et si le déterminant est égal à 0, ça veut dire qu'une des lignes est une combinaison linéaire des autres. Ici, on n'a que deux lignes, donc c'est-à-dire que l'information qui est transmise par la première ligne ou par la deuxième ligne, elle est exactement la même. Donc ça veut dire que si je prends par exemple la deuxième ligne, que je divise tout par 0,382 et que je multiplie par 0,236, ok, donc si je fais 382 et que je fais fois 0,236 divisé par 382, ben le résultat que j'obtiens, ça va être moins 236. Si je prends maintenant l'autre et que je fais la même opération, donc ça revient simplement à multiplier, si vous voulez, la deuxième ligne par le même nombre, ok, qui est celui entre parenthèses ici. Et bien le résultat que j'obtiens ici, ça nous fait 0,382. Et donc vous voyez que l'information qui est contenue dans la première et dans la deuxième ligne est exactement la même. Donc en fait, et ça c'est le principe de la résolution des problèmes aux valeurs propres, on n'a pas le droit d'utiliser toutes les équations pour résoudre le problème, on doit absolument en laisser tomber au minimum une. Parce que la matrice, je le rappelle, est singulière. Ok, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je crois que c'est important d'aller revoir votre cours d'algèbre. Alors donc, la seule possibilité, ça va être de choisir par exemple la valeur de delta phi 1. Si je choisis delta phi 1 est égal à 1, je vais obtenir comme équation que ceci fois delta phi 1, c'est-à-dire fois 1, est égal à 382 fois delta phi 2. Et donc, delta phi 2 sera égal à 236 divisé par 382. Et ça nous fait 0,618. Et donc le mode
propre qui est associé à ce vecteur critique. C'est écrit 1 et 0,618. Et je vais l'appeler, c'est un vecteur, je vais l'appeler phi1 avec le même 1 que le lambda 1 qui est là-bas. Ok, je vais le mettre en parenthèse, comme ça on voit qu'il s'agit d'un mode. Alors, si on fait la même chose pour le deuxième mode, je vous laisse faire le détail du calcul. Si on fait le calcul pour le mode critique numéro 2, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que phi2, qui est le vecteur propre, est égal à 1 et moins 1,618. Donc ça veut dire que si on voulait maintenant représenter ces modes propres, c'est toujours important de pouvoir représenter la signification physique donc de ce qu'on est en train de regarder. Donc on va avoir une rotation de 1 ici, pour le premier degré liberté, ça c'était phi1. Et alors, en plus, autour de cette valeur de phi1, on doit ajouter une valeur de phi2, qui est égale à 0,618 phi2. Ça c'est le mode 1. Et donc on voit qu'en fait, la forme dans laquelle la structure va se déformer au moment où l'instabilité va apparaître, d'accord, donc pour un multiplicateur critique, un multiplicateur de charge inférieur à lambda 1, il n'y a pas d'instabilité, l'équation, la configuration d'équilibre triviale est stable, et lorsque le multiplicateur critique atteint la valeur de lambda 1, qui est égal à 0,382, je l'écris en même temps, 0,382, bien je vais le mettre en couleur ici. Lorsqu'on atteint la valeur de lambda 1, la structure va se déformer dans cette configuration déformée là. Ok, c'est excessivement important de savoir que ces informations viennent par paire. Et ensuite, quand la structure atteint son deuxième mode critique, donc 2,618, elle peut éventuellement apparaître dans un deuxième mode, mais vu qu'elle s'est déjà déformée dans le premier, en réalité on a déjà atteint la ruine dans le premier mode. D'accord, donc cette deuxième configuration avec une rotation unitaire ici, et puis au-delà de cette rotation, une rotation de donc plus 1 ici, et puis moins 1,618, mais on récupère le deuxième mode, qui est ce deuxième mode-là. Ok, donc ça c'est un mode qu'on ne verra pas apparaître. Pour quelle raison? Parce qu'en fait l'état d'équilibre qui est tout juste avant, donc pour un multiplicateur de charge qui serait légèrement inférieur à 2,618, il est déjà instable. Il est déjà instable, et l'instabilité qu'on va voir apparaître dès que le multiplicateur est supérieur à lambda 1, c'est celle du premier mode critique. D'accord? Donc en fait, ceci est quelque chose de tout à fait théorique. La seule possibilité de voir apparaître le mode 2, ce serait d'exacerber en fait les déformations initiales, par exemple, sur la structure, de manière à forcer l'apparition de ce mode de déformation critique. Alors, je vais illustrer maintenant juste la petite approximation supplémentaire que j'avais faite. Donc je vous ai dit tout à l'heure, si on n'a pas envie de résoudre un problème aux valeurs propres, on peut toujours faire une hypothèse, et ça nous arrivera d'en faire. J'en discuterai tout à l'heure, la méthode de Rayleigh, et en fait on voit que si on suppose une forme pour la fonction ou la forme de l'instabilité, alors on peut calculer une valeur approchée du multiplicateur critique. D'accord? Donc je voudrais simplement illustrer ici cette méthode-là. Je vais copier ceci. Et vous illustrer la méthode. Je vais reprendre les expressions de K et je vais les remettre ici. Alors, admettons que le mode critique, ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier. Je me doute que l'instabilité va apparaître dans une forme qui ressemble à ce qu'on voit là en dessous.
Et alors, au lieu d'avoir 1 et 0,618, admettons, pour faire simple, que le mode propre soit égal à 1 et 1 demi, 0,5. Ou allez, je vais être même grossier complètement. Je vais dire 1 et 1, ce sera beaucoup plus facile pour faire les calculs. D'accord, donc je vais supposer que la configuration déformée, qu'on va voir apparaître au moment de l'instabilité, est quelque chose donc, qui ressemble à ceci. Avec phi1 égale 1 et phi2 égale 1. Donc une contribution aussi importante pour le premier que pour le deuxième ressort. Ok, ce qui n'est pas super physique, parce qu'on s'attend à ce que pour le ressort inférieur, il y ait plus de déplacement transversal, en fait plus de bras de levier, puisqu'on a cumulé l'influence des inclinaisons des deux bras de cette structure, alors que pour le ressort supérieur, ce n'est pas le cas. Donc ici, en fait, on a une approximation, et donc si je fais delta U critique, supposé, transposé, fois K0, fois delta U critique, mais je vais obtenir, je peux faire le détail du calcul, allez, K fois 1 égale 2K. Si je fais la même chose maintenant avec le K sigma, fois delta U critique, mais je vais obtenir 3 PL et 2 PL multiplié par 1 et 1, ça va nous donner 5 PL. Et donc, une estimation, je vais essayer d'être juste cohérent au niveau de mes notations. On va avoir une estimation lambda critique égale à 2 sur 5 fois K sur PL, ou bien le lambda critique estimé pour le premier mode, parce que j'ai pris une forme qui s'apparentait au premier mode, PL égale à 0,4 K, à comparer à 0,382. Vous voyez? Et donc en fait, on est vraiment pas loin. Et donc on peut se permettre de faire une approximation quand même relativement grossière ou sévère sur la forme du mode, et ça nous amène à une valeur du multiplicateur critique qui n'est pas trop mauvaise. Voilà, alors pour quelle raison est-ce que c'est le cas? Bon, je vais voir si je peux pas supporter ce développement. Donc en fait, ceci résume avec juste quelques équations tout ce que je viens de vous expliquer. Le fait qu'on était obligé de résoudre un problème critique. Et alors, voilà, pour quelle raison est-ce que maintenant on obtient une valeur qui est approchée? Ce que je voudrais vous démontrer, c'est que la valeur qu'on obtient est une valeur qui est approchée par excès. Donc la valeur qu'on obtient ici de 0,4K, elle est supérieure au 0,382K, qui est la valeur exacte du multiplicateur critique. Ça, c'est la valeur approchée qu'on a obtenue pour le multiplicateur critique dans le premier mode. Et ça, c'est la valeur exacte du multiplicateur critique. D'accord? Donc on obtient une valeur qui est une valeur approchée par excès. Ok, alors bon, la meilleure manière de l'expliquer, c'est peut-être de repartir de façon générale avec ceci. Donc quand on écrit 1 demi fois phi, donc je calcule la courbure dans la direction phi. D'accord? Donc on a vu que pour calculer la courbure, au moment où lambda critique est égal à lambda critique, au moment où le lambda critique est égal au lambda critique du premier mode, et qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il existe une direction, phi, on est exactement dans ce cas-là, lambda critique du premier mode, ceci, c'est le multiplicateur critique
exact, hein, exact, du premier mode. Mais qu'est-ce qui se passe? Il existe une direction dans l'espace phi1, phi2, pour laquelle la courbure est égale à 0. Phi1, phi2. Mais par contre, pour toutes les autres directions, la courbure, elle reste tournée vers le haut. Vous voyez, si j'ai tracé seulement une ligne droite en bleu, j'aurais tracé n'importe quelle autre courbe ou dans n'importe quelle autre direction, bien la courbure, elle reste positive, elle reste tournée vers le haut. Et donc, ça veut dire que la valeur de la courbure, je vais l'écrire, je ne vais pas écrire qui, parce que ce n'est pas une courbure mécanique, h seconde, ouais, c'est ça, de la configuration d'équilibre initiale triviale, elle est plus grande ou égale à 0. Et elle est égale si phi est égal à phi critique 1, exact. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on s'est légèrement trompé en faisant une hypothèse qui était que on a supposé que la forme critique, elle était donnée par le vecteur 1, 1, delta U critique, ici, alors qu'en réalité, c'est pas ça le vrai vecteur. Et donc, si maintenant on décide de calculer, ouais, donc cette équation-là, en fait, on peut l'écrire autrement. Le 1,5, on peut l'enlever, et donc ça veut dire que phi transposé K0 fois phi est plus grand ou égal à phi transposé lambda critique K sigma fois phi. Lambda critique étant un scalaire, je peux le sortir et je peux le mettre derrière. Et donc ça veut dire que lambda critique, dans le premier mode, il est plus petit ou égal à lambda critique estimé que je définis comme étant phi transposé K0 phi divisé par phi transposé K sigma phi. Ok, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était que si vous aviez envie, par exemple, d'approximer la valeur du multiplicateur critique par autre chose que le vrai delta U critique, en calculant ce quotient-là, d'accord? Donc si le delta U critique qui est là-bas n'est pas le vrai, mais est un phi, je vais un peu changer ma notation, mais le concept est le même, mais est un phi approximé, ok, donc ça c'est le mode propre approché, mode propre approché, on va obtenir une valeur du multiplicateur qui serait une valeur approchée. Donc là, c'est une estimation de lambda critique dans le premier mode. Et ce que je viens de vous démontrer, donc, c'est que cette estimation, c'est une estimation par excès. Ok, excessivement important. C'est ce qu'on appelle la méthode de Rayleigh. C'est un nom qui ressort régulièrement. Hein. Lord Rayleigh, c'est un Britannique qui a sévi pas mal dans le calcul dynamique et la stabilité des structures. Ok, donc la méthode de Rayleigh, voilà, de nouveau, elle est exprimée ici. Alors, tout ce que je vous ai expliqué dans le cadre des systèmes qui sont des systèmes discrets est valable aussi pour les systèmes continus. Okay, donc il est temps maintenant de passer juste à la vitesse supérieure et de se dire, ok, qu'est-ce que tout ceci pourrait nous donner si on n'avait pas un système plutôt discret, mais continu. Alors, en fait, vous allez voir que quand on a un système continu, on a une manière très simple de le traiter, en tout cas nous, on va se limiter à faire ça dans le cadre de ce cours-ci, je ne veux pas aller plus loin. Ça consiste simplement à le remplacer par un système qui a été discrétisé. Ça nous permet non seulement de le traiter à la main, d'un côté, et ça nous permet en plus de pouvoir le traiter par une méthode informatique. Alors, donc je reviens en amont. Quand on a parlé de l'équilibre, ou l'établissement en tout cas des équations d'équilibre,
en version continue. Quand on a parlé de l'établissement des équations d'équilibre en version continue, voilà où on en était. On a vu que H pouvait s'exprimer, donc l'énergie potentielle totale, elle pouvait s'exprimer sous la forme de nouveau d'une expression quadratique. Alors ici, je n'en ai évidemment qu'un exemple. Quand on a une structure qui est plus complexe, on va avoir plus de contributions à l'expression de l'énergie potentielle. Okay, et ça va vraiment être l'objet de tous les exercices qu'on va faire un petit peu plus tard. Et donc, on va observer que ici, H est une forme quadratique. Alors, j'ai dit, dans ce qui va nous intéresser, on n'écrit plus l'équilibre. On n'écrit plus l'équilibre. On sait simplement que la solution V égale 0 est une solution d'équilibre. On veut juste savoir si l'équilibre est stable ou pas. Alors, ce qu'on va dire, on peut commencer par faire un truc assez simple, c'est la méthode de Rayleigh qui nous dirait, ok, on va supposer que V de x, puisque on a le droit d'approcher la forme du mode pour essayer d'avoir une estimation du multiplicateur critique. Je pourrais très bien dire V de x égale à Q fois phi de x. Ok, donc je suppose la forme du mode critique. Alors si je suppose la forme du mode critique, je vais substituer ça dans l'équation là au-dessus. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que l'intégrale de 0 à L de EI, le 1,5 je vais le sortir. Non, je vais le laisser à l'intérieur, sorry. Phi 1 seconde sur 2 moins 1,5 fois lambda P phi 1 seconde carré, phi 1 prime carré dx, le tout multiplié par Q1, Q1 étant un scalaire. Et ça, c'est égal à 0, parce que on exprime que h seconde de V étoile égale 0 revient à dire que h de V étoile égale 0. Et là, je suis en train de parler d'une perturbation, de nouveau, si vous voulez, delta Q. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'annuler ce qui est en parenthèse. Alors, ce qui vient de parenthèse devant, on peut définir, par exemple, ceci comme étant K0 égale l'intégrale de 0 à L, EI, phi 1 seconde carré sur 2. Et je vais définir K sigma comme étant l'intégrale de 0 à L de P demi, phi 1 prime au carré, dx. Et donc l'équation qui est là-bas, elle nous dit simplement K0 moins lambda K sigma fois Q1 ou delta Q1. Je vais enlever le delta parce que dans les faits, on n'utilise jamais la notation delta. Donc je l'enlève, mais on est bien conscient ici qu'on est en train de chercher une forme du mode critique est égale à 0. Et donc on peut calculer lambda égale K0 sur K sigma. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le système discret continu, remplacement du système continu en un système discret. À 1 degré liberté. Et en faisant ça, j'ai calculé de manière très très simple la valeur du multiplicateur critique.
évidemment, c'est lambda critique approché, on est bien d'accord. Pour quelle raison est-ce que c'est un multiplicateur critique approché? Parce que j'ai pas utilisé pour V, j'ai pas utilisé exactement la vraie forme dans laquelle la structure va évoluer. J'ai simplement, dans laquelle la structure va évoluer au moment de l'instabilité, j'ai simplement utilisé une approximation qui est une approximation que j'ai notée par phi1. Alors, si je voulais être plus raffiné ou un peu plus précis, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire la même chose. Je pourrais dire, ok, on va aller voir un peu plus loin, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode Riesz-Galerkin. Et au lieu de me limiter à un terme dans mon approximation, je pourrais très bien dire que la déformée de la structure, elle se comporte comme une somme de plusieurs fonctions avec des coefficients qui sont a priori des coefficients inconnus. Et donc, qu'est-ce que je fais dans cette méthode-là? Donc, autant la première, évidemment, elle est connectée avec la méthode de Rayleigh. Ok, vous pouvez voir la méthode de Riesz-Galerkin comme une généralisation de Rayleigh. La seule différence étant que on prend un nombre m, ou bien un nombre n de degrés de liberté, on met m parce que c'est multi-degree of freedom en anglais. Ok, donc Riesz-Galerkin généralise, si vous voulez, la méthode de Rayleigh. Et alors, en faisant ça, de nouveau, je vais le présenter pour un exemple. Je vais le présenter pour un exemple. Si je dis que V de x est égal à Q transposé un vecteur fois phi de x, un autre vecteur, d'accord, donc Q, si vous voulez, vous pouvez le visualiser comme un ensemble de scalaires, et V de x et phi de x, un ensemble de fonctions de x. Ok, alors phi, donc V seconde de x, ce sera égal à Q transposé phi seconde de x. Phi V seconde de x au carré, ce sera V seconde fois V seconde. Alors vu que c'est un scalaire, je peux le prendre et prendre donc ce scalaire multiplié par lui-même transposé. C'est un scalaire, donc si je le transpose, il n'y a vraiment aucun souci. Ça me donne le même résultat. Et donc, dans l'expression complète de l'énergie potentielle totale H, vous allez voir que la nouvelle définition de K, K0, qui est l'intégrale de EI sur 2 V seconde carré de x dx, eh bien ce sera Q transposé. Pardon, le Q transposé, évidemment, je l'enlève. Non, sorry. Je vais pas faire ça, je vais plutôt écrire Q transposé, puisque c'est comme ça qu'on le définit, fois K0 fois Q, ok, qui vient du premier terme, ici. C'est Q transposé fois l'intégrale de EI sur 2 phi seconde au carré, phi seconde fois phi seconde transposé. Je suis simplement en train d'écrire une version matricielle du problème, fois Q. Voilà, on y est. Ok, donc comment est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? J'ai essayé de faire d'une pierre deux coups. Donc j'ai regardé dans l'expression de H, j'ai vu apparaître ce terme-là. J'ai remplacé dans ce terme-là le V seconde par cette expression-ci pour obtenir ça.
Et puis j'ai dit après que simplement, pour être cohérent avec nos notations habituelles, j'ai dit qu'on le définissait de cette manière-là. On peut faire la même chose pour le deuxième terme. Et on va voir apparaître donc moins, allez je vais le garder avec le moins, ou non je vais enlever le moins. Donc on a l'intégrale de lambda fois p fois v' au carré sur 2 dx. Exactement de la même manière, si je substitue ici v' carré, je vais avoir q transposé lambda p phi prime fois phi prime transposé. Ce sont des matrices. Pardon, ce sont des vecteurs ici, puisque ce sont des fonctions de x, dx, et tout ça fois q. Ok, donc ça c'est une définition, et c'est une définition qui nous donne lambda p, lambda q transposé, k sigma fois q. Voilà, par définition. Et donc en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé h de v de x, okay, et de tous les paramètres du problème, y compris le plus important qui est lambda. On a remplacé ça par q transposé k sigma moins lambda k sigma fois q. Voilà, et là qu'est-ce qu'on a? Eh bien on n'a rien d'autre que le formalisme qui est le formalisme habituel qu'on a utilisé pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Et donc on se ramène à tout ce que je viens d'expliquer sur les systèmes à plusieurs degrés de liberté. C'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à vous expliquer ça. On se ramène à un système discret. Alors, comment choisir? Et donc oui, donc ça veut dire que tout ce que j'ai expliqué sur les systèmes discrets reste d'application. Donc on a deux options. Option 1, pour résumer, option 1, calculer les valeurs propres. Option 1, les valeurs propres de K0 moins lambda K sigma. D'accord? Donc en fait, les valeurs propres qui reviennent à nous annuler ce déterminant-là. Et option 2, faire une hypothèse sur Q. Ça, on se permet généralement de le faire soit quand on a envie d'avoir un résultat très rapide, soit quand on commence à avoir gagné un peu plus d'expertise et qu'on sait à quoi doit ressembler la forme de l'instabilité. Et si on fait une hypothèse sur Q, alors on se ramène vers cette approximation lambda critique, type Rayleigh. Voilà. Et dans tous les cas, la forme du vecteur propre, on doit la calculer et elle nous donne une information sur la forme de la structure. Alors, juste encore une dernière chose que je voudrais discuter avant de passer à des illustrations et des exercices. Comment choisir les phi de x, donc toutes les fonctions qui vont composer le vecteur phi de x. Ben, on a deux possibilités. Soit on fait un calcul à la main, comme ce que nous on va faire dans tous les exercices dans le cadre du cours, soit on fait un calcul par la méthode des éléments finis. Et par la méthode des éléments finis, ben, l'optique elle est complètement différente. On peut se permettre d'avoir pour le vecteur Q un vecteur à beaucoup de degrés de liberté, donc le nombre n de degrés de liberté qu'on va choisir peut être très grand. Okay. Aujourd'hui, dans la réalité, la taille des systèmes ou des modèles éléments finis qu'on utilise peuvent atteindre plusieurs millions de degrés de liberté. Si on a des géométries complexes et qu'on va avoir des résultats plus ou moins représentatifs et précis, alors que dans un calcul à la main, Q, mais généralement, on va utiliser 2 ou 3 degrés de liberté, voire même éventuellement 1. D'accord? Donc on va choisir pour les phi, on va choisir des formes qui sont des formes globales.
Exemple, quand on a la colonne d'Euler comme ceci, on va supposer par exemple que la forme qui nous intéresse est une forme qui est sinusoïdale par exemple, un sinus, ou éventuellement une parabole, ou éventuellement une cubique. Plus on va monter sur le degré d'un polynôme, plus on va mettre de degré liberté, et plus ce sera compliqué à résoudre, mais par contre plus ce sera précis. En revanche, dans la méthode des éléments finis, pour les phi, on va utiliser des formes locales. Donc dans la technique des éléments finis, ce n'est pas l'objectif du cours ici, mais dans la technique des éléments finis, vous savez qu'on utilise des fonctions d'interpolation, qui sont des fonctions d'interpolation qu'on a déjà eu l'occasion de discuter dans la méthode des déplacements dans un cours d'analyse, et qui sont des fonctions d'interpolation très locales. Et donc quand on étudie une structure complexe ou une complète comme un portique, ou même des structures tridimensionnelles, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va supposer que tous les degrés liberté qui nous intéressent sont des degrés liberté qui correspondent à des déplacements locaux. Et on fait des hypothèses entre ces degrés liberté. Et donc par exemple, si je déplace uniquement le degré liberté, un certain degré liberté comme le déplacement horizontal ici, d'une quantité unitaire, eh bien je vais avoir une fonction d'interpolation qui en réalité n'est rien d'autre que la fonction phi qui m'intéresse ici. D'accord ? Donc vous retrouvez ces méthodes-là dans tous les logiciels d'éléments finis. C'est ce qui est codé derrière dans Beams par exemple, ou bien dans FinLG, ou bien dans SIA, dans tous les logiciels commerciaux. C'est exactement cette méthode-là qui est implémentée. Voilà, je pense qu'avec ça, on a fait tout le tour de ce qui nous intéresse. On est prêt pour faire des exercices. On va en faire toute une série pour la fin de la journée aujourd'hui. Je vais en faire un ou deux d'abord, et puis je propose qu'on se retrouve, et puis que vous en fassiez peut-être aussi un ou deux